Bienvenue à ce premier webinaire d'orientation. Donc, c'est le tout premier qu'on fait aujourd'hui. Donc, on va tester avec vous cette nouvelle présentation. J'ai la chance d'être accompagné par Livia et Marion, qui font toutes les deux parties de l'équipe sourcing et sélection chez Origami. Et donc, moi, je suis Yann, je suis le fondateur d'Origami et je vais vous présenter globalement les métiers auxquels on forme. Alors, ce ne sera pas l'exhaustivité des métiers parce que sinon, il nous faudrait une demi-journée. Mais on va faire un tour d'horizon. Vous verrez, c'est déjà assez long. Je pense qu'on va essayer de compresser ça sur 1 heure. Donc, l'objectif là, ce n'est pas de vous parler pendant des heures de nos formations, c'est plutôt de vous parler des métiers auxquels on forme pour vous aider à choisir, si vous devez choisir, une formation ensuite et pour vous orienter. Voilà, c'est vraiment l'idée. Donc, merci d'avoir répondu à notre petit sondage. Mais sans plus attendre, je vais démarrer la présentation. Donc, comme je vous disais, je suis accompagné de Marion et Livia qui s'occupent notamment de la sélection et que vous aurez la chance de rencontrer dans votre parcours de candidat ou de candidate si vous participez. Alors, déjà, de quoi parle-t-on? C'est-à-dire dans quel univers nous évoluons? On évolue dans l'univers du marketing digital et de la publicité en ligne. Alors, c'est un univers assez vaste et je vais essayer de le décrire rapidement. Mais pour ça, en fait, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a eu la chance de faire avec l'Alliance Digitale. L'Alliance Digitale, c'est l'organisme en fait, qui essaie de regrouper un peu toutes les entreprises de la tech. On a la chance de faire partie de cet organisme. Et on a réalisé une petite vidéo à eux qui parle de la publicité. Alors, vous verrez, il y a 1 ou 2 métiers que je vais vous présenter qui n'ont pas grand-chose à voir avec cet univers-là. Mais globalement, 80% de nos formations concernent ça. Alors, je vous laisse avec la vidéo. Il faut que je coupe mon micro pour pas que ça fasse une résonance. Avant tout, Internet, ce sont des internautes comme vous et moi qui l'utilisent pour discuter entre amis, pour s'informer, pour regarder des vidéos, écouter de la musique ou même pour faire leurs courses. Ces nombreuses activités sont permises par des services que nous utilisons tous les jours comme les réseaux sociaux, les sites de presse, les plateformes vidéo, les sites e-commerce ou encore les moteurs de recherche. La plupart de ces services ont un point commun. L'utilisateur n'a pas besoin de payer pour y accéder. Ils sont gratuits. Mais alors, comment ceci est-il économiquement viable? Eh bien, c'est la publicité qui permet à ces sites de proposer leurs contenus et leurs services gratuitement aux utilisateurs. Mais savez-vous comment fonctionne cette publicité en ligne? Eh bien, pour faire simple, il y a d'un côté des sites qui vendent des espaces publicitaires et de l'autre des marques qui veulent diffuser leur publicité. Et entre les deux, il y a toute une série d'intermédiaires technologiques qui gèrent de manière automatique et ultra rapide cette mise en relation via une place de marché virtuelle. Prenons pour exemple le site web d'un journal avec plusieurs milliers d'internautes qui consultent chaque jour ces articles. Ce journal propose aux marques qui sont intéressées d'afficher leur publicité, contextuellement à ces contenus. Mais le journal n'a pas les moyens de décider seul quelles publicités seront affichées pour chacun de ces milliers de visiteurs quotidiens. Pour cela, il est aidé par un acteur technologique appelé SSP, qui va se charger d'organiser une vente aux enchères sur une place de marché virtuelle appelée AdExchange, afin d'obtenir le meilleur prix pour le journal. Regardons maintenant de l'autre côté, imaginons une marque qui souhaite mener une campagne publicitaire pour promouvoir ses produits ou ses services. Pour l'aider à programmer sa campagne publicitaire, elle fait généralement appel à une agence média qui aura pour rôle de choisir le ou les supports de diffusion souhaités, ordinateur, téléphone ou tablette, les catégories d'internautes intéressés, le prix à envisager ou encore les sites sur lesquels elle veut apparaître ou ne pas apparaître. Notez bien que ce sont des milliers de marques qui communiquent au même moment avec des objectifs différents. Pour que la publicité de notre marque soit présentée aux bonnes personnes en temps réel, les données de paramétrage de sa campagne ont été saisies et prises en compte par un autre acteur technologique appelé DSP qui va participer à la vente aux enchères. Alors que se passe-t-il ensuite? Eh bien, l'enchère de la marque est traitée comme sur n'importe quelle place de marché. Si elle représente la meilleure offre, la marque remporte l'enchère et voit ainsi la publicité affichée sur l'emplacement concerné. Tout ceci se déroule en quelques millisecondes et sera renouvelé à chaque page pour chaque visite, permettant aux éditeurs de sites ou d'applications de vendre efficacement et instantanément leurs nombreux espaces publicitaires.
On retrouve dans ce processus tout un écosystème d'entreprises innovantes qui permettent aux internautes d'accéder gratuitement à des contenus et des services financés par la publicité, qui offrent la possibilité aux médias et aux éditeurs de sites de monétiser leur contenu, et enfin qui aident les marques à communiquer auprès de leurs cibles. C'est cet écosystème qu'on appelle la tech. Voilà, maintenant vous savez tout sur la tech. Évidemment, ça va un peu vite, mais surtout ce qu'il faut retenir, en fait, c'est vraiment cet aspect programmatique et technologique en fait, qui est derrière tout cet environnement du marketing digital et de la publicité en ligne. Et c'est un environnement particulièrement dynamique et commercialement intéressant, puisque l'année dernière, en 2022, l'ensemble de cet écosystème, c'est-à-dire les investissements publicitaires en France, ont atteint quand même 8,5 milliards d'euros, avec une progression depuis 2019 de 42%. C'est quand même assez énorme en 4 ans. On est sur un marché qui est très gros et qui continue de croître à un rythme significatif. Donc, dans cet univers, ça recrute beaucoup. Mais pour comprendre, en fait, sur quel métier on peut se positionner, il faut déjà comprendre quels sont les leviers qu'on peut utiliser justement dans cet écosystème publicitaire et marketing. On va voir qu'il n'y a pas que de la pub, hein, il y a aussi des leviers qu'on appelle organiques qui permettent d'être présents sans forcément dépenser de l'argent. Alors, on a 6 principaux leviers et je vais les passer un par un en expliquant très rapidement ce que c'est, parce que l'idée, ce n'est pas d'y passer des heures non plus. Et de toute façon, on a 3 mois de formation normalement pour vous expliquer tout ça. Le premier levier, c'est le display. Le display, c'est les bannières, hein, et les vidéos et aussi l'audio. Donc, c'est-à-dire voilà, les bannières qui peuvent apparaître sur des sites, les vidéos qui peuvent apparaître en pré-roll sur YouTube, mais aussi la publicité qui peut apparaître sur Spotify, Deezer, etc., quand vous écoutez en version gratuite. Donc ça, c'est la grande famille du display. Comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, ça s'achète principalement sur un système d'enchères basé sur des plateformes en fait, sur lesquelles on va paramétrer un certain nombre de choses, type les cibles qu'on veut viser, les sites sur lesquels on veut être diffusé, etc. Alors, il y a un autre mode d'achat du display qui s'appelle le gré à gré, qui consiste à se mettre d'accord avec un autre acteur, une régie, et en fait à négocier un prix, des emplacements et une garantie sur toute diffusion. Voilà. Les deux systèmes cohabitent, chacun a ses avantages et ses inconvénients, et du coup, chacun répond à des objectifs différents. Mais ça sont donc les activités qu'on fait quand on traite du display en marketing digital. Le native advertising, c'est un peu une sous-famille du display. En fait, il s'agit de ces petites vidéos, ces petites photos et vignettes avec texte, souvent avec des titres assez accrocheurs que vous pouvez voir en bas des articles, ou dans des newsfeeds aussi de push info que vous pouvez avoir sur votre téléphone ou dans des applications. Ça, c'est un format donc, significativement, enfin, qui est assez nouveau, hein, qui a moins d'une dizaine d'années, et qui s'est vraiment développé et qui est très utile quand on veut pouvoir promouvoir à la fois du contenu, mais aussi des produits. Les social ads, alors ça, tout le monde les connaît, hein, c'est les pubs qu'on a sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur Snap, etc. Donc, ces fameuses pubs qui, en général, se retrouvent dans notre newsfeed ou sous format Stories. En fait, là, c'est pareil, on a une plateforme, on va saisir dans cette plateforme un certain nombre de paramètres. Là, les plateformes sont fournies par les réseaux sociaux. On va fournir un certain nombre de paramètres et en fonction de ces paramètres, on va avoir nos publicités qui vont être diffusées. Et en général, on paye quand les utilisateurs cliquent sur les pubs. Les newsletters, le mail automation, tout ce qui est autour de l'email marketing, c'est aussi un domaine assez important. Alors là, je vous ai mis un workflow de mail automation. En fait, mail automation, c'est quoi? C'est vous créer des scénarios en fait, qui permettent de dire à quel moment on va envoyer une newsletter, et puis une relance par mail, et puis etc. C'est vraiment comme ça aujourd'hui que sont traités la plupart des emails publicitaires qu'on reçoit. On parle de permission marketing, donc du marketing avec la permission de l'utilisateur. Et donc, du coup, on va enclencher des actions en fonction des réactions. Le search marketing, énorme discipline dans les investissements publicitaires. Le search, il faut savoir que ça représente 42% des investissements publicitaires l'année dernière, donc presque la moitié. Donc, c'est une énorme partie du marketing digital parce que c'est incontournable. Le search, c'est quoi? C'est être présent quand les internautes recherchent. Donc, on a deux manières de faire du search. Une qui est organique, le Search Engine Optimization. Donc là, c'est le SEO. Ça consiste à optimiser des sites et d'autres choses pour qu'ils soient présents sur les moteurs de recherche de manière naturelle. Donc en bas, là, ici, les résultats organiques. Et puis, on a le search payant, donc Search Engine Advertising,
qui consiste ici, les ads en général, à être présents de manière payante, là pour le coup, mais toujours pertinente dans les moteurs de recherche. Alors le search, il faut savoir que ce n'est pas que sur Google, hein, il y a aussi Bing, enfin Microsoft, etc. Mais il y a aussi le search dans un univers retail média, en fait. Et donc, le retail média, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi beaucoup de search. Quand vous tapez un mot-clé dans Amazon, en fait, vous avez des résultats sponsorisés, comme ceux qui apparaissent en bas à droite là. Et donc, on va avoir, en fait, dans le retail média, la publicité sur les sites e-commerce, du search marketing. Voilà, que les disciplines parfois se croisent. Mais dans le retail média, on a aussi les bannières qui vont apparaître. Alors, tout ça, que ce soit search, réseaux sociaux, display, etc., comme je vous le disais, en grande partie, c'est géré par des plateformes. Donc, en fait, c'est quoi? C'est une plateforme avec des menus déroulants, des cases à cocher, etc., avec Google Ads, Meta Ads, etc., qui vont nous permettre, en fait, de paramétrer ces campagnes, mais surtout de les suivre. Parce que dans cet univers, en fait, on mesure tout ce qu'on fait. C'est hyper important. Il y a toute une discipline qui est transverse à toutes celles-là, qui s'appelle le tracking, qui consiste en fait à suivre quand les gens cliquent, suivre quand ils achètent, etc. Parce que l'objectif, ça reste d'investir dans la publicité, dans les endroits qui répondent à mes objectifs. Si mon objectif, c'est de vendre ou de faire voir une vidéo, etc., il faut que je mesure si j'ai atteint ces objectifs. Et donc ça fait partie intégrante du marketing digital et c'est vraiment une discipline transverse. Alors du coup, on va parler des acteurs et des métiers, justement, dans cet univers. Alors, je fais une petite pause technique là par rapport au Zoom. En fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a un espace questions-réponses qui est en dessous ou au-dessus, ça dépend où est votre barre de suivi. Q et R en général, quand vous êtes en interface en français, ou Q&A si vous êtes sur l'interface en anglais. Donc, utilisez cet espace. En fait, si vous avez des questions, on les traitera au fur et à mesure et on essaiera d'y répondre. Voilà. Fin de la pause. Et donc, je reprends. Les acteurs et les métiers, donc comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, ça allait un peu vite, mais d'un côté, on a les annonceurs qui veulent que leur marque soit connue, et de l'autre côté, on a les éditeurs qui veulent monétiser leur site Internet parce que la publicité est leur principale source de revenus. Les éditeurs, ça peut être des sites de presse, mais ça peut être aussi… Un site e-commerce est aussi un éditeur, puisqu'il va diffuser de la publicité. Google, Facebook, etc. sont aussi d'une certaine manière des éditeurs dans ce schéma-là. Et puis, l'annonceur passe souvent par une agence média. L'agence, son rôle, en fait, c'est de le conseiller, mais aussi d'acheter en son nom la publicité, de l'opérer. Et de l'autre côté, l'éditeur passe souvent par une régie. Très souvent, il possède sa propre régie, mais la régie, c'est une entité spécifique avec un droit spécifique aussi, qui est celui de vendre de la publicité, qui est pas donné à tout le monde. Et donc, du coup, c'est une entité particulière. Et très souvent, la régie se traduit par une plateforme, comme je vous l'ai dit, un logiciel sur lequel on se logue et sur lequel on va paramétrer des campagnes. Et entre les deux, justement, on a tout un tas de technologies qu'on appelle les ad tech, qui vont permettre de mesurer, de gérer ça, d'optimiser les enchères, parce que ça, c'est sur un système d'enchères, d'analyser les données, etc. Ou voire aussi de mieux cibler les internautes avec tout un tas de paramètres. Et donc ça, c'est l'ad tech, les technologies de la publicité. Et tout ça, c'est des acteurs qui recrutent. Mais on a des métiers différents en fonction de ces acteurs, en fait. Alors justement, si on parle de métiers, on va déjà parler de deux grandes facettes métiers. En fait. On a deux grands pans en fait, qui existent, qui cohabitent dans certains métiers, et les métiers vont pencher plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre. On a la stratégie d'un côté et l'opérationnel de l'autre. Alors, l'un ne va jamais sans l'autre, mais on va avoir des métiers qui sont plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, encore une fois. La stratégie, c'est quoi? C'est aller définir des objectifs, avoir la relation avec un client, ça va être gérer des plannings, gérer le suivi des delivery des campagnes, ça va être aussi faire du reporting, donc analyser en fait les performances et recommander les clients, arbitrer globalement sur les campagnes. Dans la stratégie, on peut aussi avoir de la négociation à certains moments, parce que souvent les gens qui font la stratégie font aussi de l'achat direct, ils ne passent pas par des plateformes. Donc voilà un petit peu, et ça en fait c'est ce qu'on appelle aussi peut-être les métiers du conseil, très souvent en fait autour de ça. Et puis de l'autre côté, on a l'opérationnel. Donc l'opérationnel, c'est le côté expertise sur un métier, un levier, parfois plusieurs. C'est on implémente dans les outils, dans les plateformes. Donc là, on va saisir les campagnes, on va déjà les concevoir, parce qu'il y a quand même de la stratégie dans l'opérationnel, on va concevoir les campagnes, on va le voir après dans les métiers. On va faire des tests, donc des tests qui vont permettre de voir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce que, en fait, quand les utilisateurs cliquent sur les liens de mes annonces, ça fonctionne. Et puis, on va aussi
analyser les performances pour vérifier que les choix stratégiques qu'on a faits, ou que la stratégie générale d'ailleurs, étaient bons et que du coup, on doit rester comme ça, ou alors qu'on doit arbitrer et pareil, modifier nos campagnes, changer un mot-clé, changer une cible, changer un format dans Instagram, par exemple, pour que ça fonctionne. Donc, si on devait classer les métiers autour de ces deux axes, voilà un classement qui, somme toute, est assez simple, mais qui permet quand même de comprendre globalement comment ça fonctionne. Dans les métiers purement stratégiques, avec très peu d'opérationnel, vous voyez, il y a deux axes, un axe stratégie, un axe opérationnel. Dans les métiers purement stratégiques, en fait, on a vraiment tout ce qui est autour du conseil, du commercial. Donc, directeur conseil, directrice conseil, chef de projet client, etc., gestionnaire de compte, voilà. Donc ça, en fait, on est vraiment sur du côté plutôt relation client, plutôt conseil. Et puis, tout à fait côté opérationnel, avec le moins de stratégie, on a vraiment la partie tracking. Chef de projet tracking, c'est des métiers assez techniques, mais on va passer tous les métiers en revue. On aura l'occasion de parler. Et puis, entre les deux, il y a des métiers qui vont se retrouver à la croisée des chemins. Il y a un métier un peu particulier qui est à la fois très stratégique et très opérationnel, qui est growth marketer, mais on va y revenir. C'est un métier en fait, qui cumule en fait, les deux facettes, parce qu'on va à la fois définir une stratégie de croissance et en même temps, souvent, mettre en place les campagnes. Voilà. Donc, on a en fait comme ça tout un tas de métiers, chef de projet média, traffic manager, qui sont plutôt des métiers de coordination. Et puis, de l'autre côté, des métiers qui vont plutôt être dans l'implémentation, comme les traders. Les traders, c'est les gens qui gèrent les campagnes, etc. Mais ça, on va de toute façon y revenir. Après, on va défiler tous les métiers. Et puis, si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Alors, un truc que je voulais quand même noter, c'est que c'est quand même des jobs dans lesquels les carrières sont super intéressantes. Là, c'est basé pas sur le doigt mouillé dans l'air, hein. Là, c'est basé sur les données de nos alumni. Aujourd'hui, en fait, vous démarrez en alternance sur ces métiers. Bah, si vous avez démarré en alternance, il faut bien démarrer quelque part. Bah, voilà, là, vous êtes payé sur 80-100% du SMIC, c'est normal. C'est l'alternance, c'est un contrat pro, un contrat d'apprentissage, ça se passe comme ça. Un junior, directement, il passe entre 2500 et 2800 euros brut, ce qui fait entre 2000 et 2200 net quand même. Dès que vous êtes confirmé, c'est-à-dire 1 ou 2 ans d'expérience, alors bien sûr, ça va dépendre de vos performances, hein, c'est toujours pareil, mais très vite, on passe sur des salaires entre 36 et 50 en fait. Hein. Déjà, sur ces métiers-là, à partir de 3, 4, 5 ans d'expérience, très vite, vous atteignez ce type de métier. Alors, pas tout le monde, encore une fois, mais c'est possible. Et puis, les seniors, en fait, très vite, vont atteindre des salaires un peu plus forts. On a même, nous, des alumni qui gagnent déjà plus de 70 000 euros par an. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas un truc où on dit ah, ça y est, si vous démarrez dans ces métiers, c'est forcément ça que vous allez gagner. Et puis, on n'a pas tous envie de faire ce type de carrière. Mais c'est pour dire que si c'est un critère de motivation parmi d'autres pour vous, en tout cas, la plupart de ces métiers offrent ce type de carrière pour les gens qui vraiment se donnent à fond dans leur job. Donc, on va parcourir un certain nombre de catégories de métiers pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. On va commencer par les métiers du trading. Donc, pourquoi on dit trading? Parce que l'achat, comme je vous disais, des publicités dans les plateformes se fait sur des systèmes d'enchères. On dit le prix qu'on est prêt à payer, et puis il y a plusieurs annonceurs qui sont prêts à payer ce prix-là, et le plus offrant passe souvent en premier. Donc, dans les métiers du trading, on a le trader search marketing. Alors là, c'est comme ça qu'on l'appelle nous, mais ça peut aussi s'appeler consultant SIA, expert SIA, acheteur SIA, trader SIA, enfin bref. Il y a plein de mots et de noms pour ce métier-là qui peuvent apparaître. Donc, on a en fait là, c'est un métier qui va se faire principalement chez un annonceur ou en agence média. Donc voilà, c'est des métiers qui sont plutôt en agence d'ailleurs à la base, hein, et quelquefois dans les très gros annonceurs, en fait, on va aussi avoir la possibilité de faire ces métiers-là. Qu'est-ce que ça demande d'être trader search marketing? Ça va demander d'être analytique, c'est-à-dire de pouvoir comprendre, analyser des données, pas non plus de la data analyse, hein, mais il faut quand même comprendre des données chiffrées, etc. Alors si vous êtes un cinglé ou une cinglée de l'escape game, c'est un métier qui est fait pour vous, hein, parce qu'on résout tout le temps des problèmes. Et puis, ça va demander de la rigueur, parce qu'on manipule des budgets quand même. Donc, du coup, il faut être rigoureux. Il faut être curieux parce qu'il faut toujours se poser la question, tiens, pourquoi on fait ça? Ou tiens, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de le faire?
Il faut être pédagogue parce qu'on va beaucoup travailler avec des clients et des gens qui n'y connaissent rien. Et donc, il va falloir être capable de leur expliquer ce qu'on fait, en fait, pour justifier les choix qu'on a faits. Voilà. Il y a d'autres qualités, mais si je devais en choisir 4, c'est celle-là que je choisirais. Alors, qu'est-ce que fait un trader search marketing? En fait, d'abord, il identifie les mots-clés qui sont pertinents. Parce qu'en fait, ce qu'on fait dans les moteurs de recherche, c'est qu'on achète des mots. Et donc, par exemple, si je vends du voyage, voyage, ça paraît pertinent, mais voyage, c'est peut-être un peu large. Par contre, si je vends du voyage, par exemple, en Europe, je peux déjà identifier tous les mots voyage plus ville. Comme par exemple, voyage Oslo, voyage Paris, voyage Zurich ou Barcelone, par exemple. Et donc, on va créer des campagnes, donc on va structurer ces mots-clés dans des campagnes et on va rédiger des annonces pour que quand les gens tapent ces mots-clés, ils aient une annonce, donc du texte, qui soit pertinent par rapport à leurs mots-clés. On va implémenter tout ça dans les interfaces, là en l'occurrence Google Ads et Bing Ads. On va analyser les résultats tous les jours et on va proposer des optimisations en fonction des résultats qu'on a analysés. On peut ensuite établir des rapports de campagne, donc là on va construire des reporting, des tableaux Excel tout simplement, ou des jolis graphiques, qui vont expliquer aux clients et aux parties prenantes du projet ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi on a fait ces choix-là, en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés ou que vous ont fixés les personnes dans votre campagne. Donc ça, c'est le trader search marketing et vous allez voir que pour les autres métiers du trading, c'est un peu la même chose. Ce qui change, c'est qu'est-ce qu'on opère. Pareil, donc du coup, pour le trader social media, ce n'est pas du tout un community manager. C'est vraiment quelqu'un qui gère de la publicité sur les réseaux sociaux. Son boulot, lui ou elle, c'est de faire en sorte en fait, que les gens voient ces annonces. Donc là, c'est exactement les mêmes critères. Analytique, rigueur, curiosité, pédagogie, c'est vraiment important. On manipule des budgets, on doit être curieux, on doit aller chercher les choses tout le temps. Les choses bougent tout le temps. Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais dans tous ces métiers, il faut s'adapter. Donc là, on n'identifie pas des mots-clés, on identifie des audiences et les bons formats qu'on va faire ça. On va choisir des plateformes, parce que là, on a du choix. Il n'y a pas que Google. Donc on a aussi, là, pour le coup, dans les réseaux sociaux, on va avoir Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, qui va être très gros, mais on a aussi Snapchat, TikTok maintenant, et LinkedIn quand on fait du B2B, etc. On va créer des campagnes, pareil, comme pour le search, implémenter dans notre interface, analyser les résultats, proposer les optimisations et établir du reporting. Ça ne change pas. C'est comme pour le search marketing. Il arrive d'ailleurs très souvent que search et social media aillent ensemble ou que social media et display aillent ensemble. Display programmatique, donc encore une fois, c'est la même chose, sauf que là, on n'est pas sur des plateformes spécifiques comme Google ou Meta, on n'est pas sur des walled gardens, on dit, des jardins emmurés. Là, on est sur plus ou moins l'open web, avec des particularités, puisqu'on va voir qu'il y a des réseaux comme YouTube, etc., qui sont particuliers et qui sont aussi fermés. Mais globalement, on a besoin des mêmes critères. Là, on va aussi identifier des audiences, on va identifier des cibles, mais on va aussi identifier des sites, des contextes d'exposition. Tiens, si je fais une pub pour le voyage, peut-être que tous les sites qui sont des guides de voyage seraient un bon contexte d'exposition. Et donc, du coup, je vais cibler tous les sites qui sont dans la thématique guide de voyage. Donc ça, c'est un métier pareil qu'on fait plutôt en agence média. Il y a très peu de traders display chez les annonceurs. Mais c'est aussi un métier, et là, c'est nouveau, qu'on peut faire dans une régie. Parce que très souvent, les régies proposent en fait aux clients de gérer pour eux les campagnes. Et du coup, là, on peut aussi être trader display dans une régie. Il y a deux types d'entreprises qui prennent ce genre de profil. Sinon, c'est exactement la même chose. Donc, reporting, analyse de performance, optimisation, remise en ligne, etc., etc., etc. C'est des métiers très itératifs. Par contre, ça change tout le temps parce qu'il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent. Donc ça, c'est les métiers du trading, métiers qui recrutent énormément. Vraiment, et où on a des demandes, typiquement, pour vous dire, pour Publicis Media, cette année, on a dû former à peu près 60-70 traders. On a formé 30 pour Dentsu. Voilà, donc ça, ce sont les grands groupes de communication, on recrute énormément de profils comme ça, avec aussi des super carrières. Et en plus, des métiers, on peut switcher, c'est-à-dire on peut démarrer sur un métier et puis switcher sur un autre ensuite, bien sûr. Alors, le chargé de clientèle. Donc là, on va parler du métier du conseil, donc métier plutôt commerciaux pour le coup. Alors, commerciaux, pas dans le sens vente, commerciaux dans le sens relation client. Donc là, qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Ce n'est plus les mêmes. Là, il faut vraiment du relationnel. Autant sur les métiers du trading, c'est bien, mais ce n'était pas un prérequis. Autant là, c'est un prérequis. Il faut avoir le sens du relationnel. Il faut être capable d'entretenir une relation client. Il faut être multitâche.
parce qu'on gère plutôt pas mal de projets en même temps. Et donc, du coup, il faut pouvoir switcher entre la demande de tel client, le retour de tel expert, le planning qui dit qu'il faut que je fasse ça, machin, l'ADV qui me demande si on a bien facturé le client, etc. Donc là, il faut vraiment être capable d'être multitâche. Il faut être stratège, il faut avoir un esprit de planification, de vision dans le futur. En fait, ça, c'est aussi important. Il faut être pédagogue, c'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable aussi d'expliquer ce qu'on fait à un client qui parfois ne comprend pas. Il faut même expliquer ce qu'ont fait les experts. Et donc, du coup, là, on est vraiment dans la pédagogie. Globalement, si je devais choisir 4 qualités, c'est celle-là. Les principales missions qu'on va avoir, là, c'est assurer la relation client, participer à la création des stratégies multicanales. Alors, on n'est pas tout seul, hein. Il y a des planeurs strat, il y a plein de gens qui vous aident, mais il faut quand même participer à la création de stratégies. On va briefer, on va suivre les experts, donc on va leur expliquer quels sont les objectifs et eux, ils vont faire des propositions en tant qu'experts pour les atteindre. On va présenter des bilans de campagne, donc là, on va récupérer les rapports des uns et des autres et on va faire des bilans de campagne. On va analyser les résultats avec les experts aussi et on va proposer des nouvelles idées aux clients. Un petit côté créatif quand même, pas créatif peinture et idées géniales, big idea, mais par contre créatif dans l'originalité de l'approche qu'on va avoir dans notre stratégie. Donc ça, c'est un métier qu'on va faire plutôt en agence et en régie, parce que pareil, comme je vous disais, côté régie, quelquefois, on va gérer pour les clients et on va faire ça. Dans les métiers du conseil, en fait, on a aussi le traffic manager, qui là est un métier d'annonceur. Alors, on dit conseil parce que c'est plutôt de conseil gestion de projet, quoi. Traffic manager, son boulot, c'est, comme son nom l'indique, de gérer le trafic entrant sur le site, c'est-à-dire d'optimiser la manière dont on va faire venir les visiteurs et les ventes, bien sûr. Pareil, analytique, parce que là, il faut vraiment, et même plus que le conseil, hein. Là, il faut quand même avoir un esprit analytique pour pouvoir analyser les performances, pouvoir juger. Là, on travaille chez l'annonceur, donc on travaille pour soi, en fait. On travaille pour sa marque, en général. Multitasking, parce qu'on fait quand même beaucoup de choses en même temps. La stratégie, parce qu'il faut vraiment avoir une grosse stratégie. La rigueur, parce qu'il faut suivre ce que tout le monde fait. Et il faut vraiment être opérationnel sur les choix qu'on va faire et sur la compréhension qu'ils ont. Il faut envoyer les bons briefs, répondre aux bonnes questions, etc. Donc là, on va suivre une stratégie multicanale qu'on a construite en général avec le marketing dans sa boîte. On va briefer des experts qui souvent sont en agence. Parfois en interne, dans les grosses boîtes, mais souvent, on va travailler en relation avec une agence. Donc, typiquement, l'interlocuteur du traffic manager, c'est souvent, de l'autre côté, le chargé de clientèle ou les experts avec lesquels il travaille, donc les traders qu'on a vus tout à l'heure. On va analyser les rapports fournis par les agences et par les experts. On va challenger les résultats. Attends, là, tu m'as dit que tu avais fait ça, mais est-ce que vraiment c'est ça, etc. On va arbitrer entre les leviers. Tiens, le search, finalement, il s'avère qu'avec les nouvelles optis, ça marche mieux que le social media. On va mettre plus de budget en search, par exemple. Et on va réaliser et présenter des bilans en interne. Ce n'est pas parce qu'on est traffic manager chez un annonceur qu'on ne fait pas de bilan, parce que vous avez une direction en général à qui vous devez justifier les choix qui ont été faits si vous ne voulez pas perdre votre boulot. Donc, du coup, il y a un enjeu assez fort autour de ça. Et donc là, on va travailler chez l'annonceur. Alors, on peut aussi travailler chez l'éditeur parce que l'éditeur a besoin de trafic s'il veut vendre de la publicité. Et donc, du coup, il a aussi des traffic managers. Il faut faire attention parce qu'on peut confondre traffic manager et trafficking, qui en agence ne veut pas dire du tout la même chose. C'est ce que nous, on a appelé chef de projet tracking un peu plus loin. Le growth marketer, c'est aussi donc un métier conseil stratégique et opérationnel, où là, pour le coup, on doit avoir une approche globale. C'est un métier complet, difficile. C'est difficile d'être bon en growth marketing, mais c'est assez valorisant aussi. Il faut être très analytique pour être un growth marketer. Il faut être capable d'analyser la donnée. Data beats opinion. Les données battent les opinions. Il faut être geek, parce qu'en fait, on va tester plein de technologies, on va utiliser plein d'outils, etc. Il faut être créatif, parce qu'il faut avoir plein d'idées pour tester des expérimentations qu'on va mettre en œuvre. Il faut être très curieux, parce qu'il faut toujours aller chercher la dernière idée, le machin, le podcast de truc qui a dit que tiens, on pouvait utiliser tel truc, comment je vais pouvoir utiliser ça pour mon truc, etc. Les missions qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va construire des stratégies de croissance qui ne sont pas que des stratégies d'acquisition, qui ne sont pas que des stratégies médias. On va y inclure aussi tout ce qui est autour de la fidélisation, de la transformation, de tout ce qui est autour aussi du referral, c'est-à-dire le fait que les gens vous recommandent à d'autres. Donc, c'est vraiment une stratégie globale. C'est pour ça que je dis que c'est un métier difficile, parce qu'il faut vraiment avoir une vue globale. On va imaginer des nouveaux dispositifs qu'on peut expérimenter. On va les mettre en place.
des campagnes, des leviers d'optimisation, etc. Et puis, on va avoir tout ce qui est ongoing aussi, tout le run, tous les trucs qui tournent déjà. On va analyser les résultats et puis on va arbitrer. Tiens, cette expérimentation, elle a marché, on va en faire un truc qui va tourner tout le temps. Et donc, on va lancer ça et on va suivre ça. Donc, c'est un traffic manager qui a en plus une vue globale, en fait, et qui très souvent opère une grosse partie des campagnes. C'est super intéressant. Alors, on pourrait se poser la question de la différence entre un growth marketer et un growth hacker. En fait, c'est la même chose, c'est juste que maintenant, on l'appelle growth marketer parce que hacker, ça avait une dimension un peu hacking, un peu piratage, tout ça, alors que pas du tout, en fait, à la base. Mais globalement, c'est la même chose, sauf que la partie growth marketing, on va dire qu'elle est plus, par définition, un peu plus, on va dire, dans les normes. Mais ça reste la même chose autour de ça. Donc, les métiers de l'organique. Alors, les métiers de l'organique, on s'éloigne un tout petit peu de la publicité, mais on reste très proche. Et très souvent, ça se fait dans les mêmes boîtes, en fait. Et on est même dans les mêmes équipes. Le métier de l'organique, c'est quoi? C'est déjà, par exemple, la personne qui va gérer du SEO. Alors là, j'ai distingué consultant chef de projet, vous verrez, et les experts SEO. Consultant chef de projet SEO, c'est quelqu'un qui maîtrise le SEO, mais qui a une vue plus générale, plus globale. C'est plutôt un métier qu'on fait en agence. Très souvent, les annonceurs, ils ont des experts. Alors, quand ils sont très gros, ils ont aussi des chefs de projet, mais ça tourne de ça. Donc là, on est un peu l'équivalent du gestionnaire de clientèle de tout à l'heure. On est dans le relationnel, on est dans le multitasking, on fait de la stratégie SEO et on fait de la pédagogie parce que là, on va beaucoup expliquer aux clients pourquoi on fait ces choix et tout. Alors, on est sur la relation client. On réalise des audits SEO, c'est quand même technique comme métier, enfin technique. Pas technique dans le sens technologique, hein, mais comprendre les techniques du SEO. On va réaliser des audits sur des sites, peut-être des petits audits, et puis on va faire appel aux experts quand il s'agit de faire des gros audits. On va participer à la création de stratégies avec les experts. On va piloter les experts. Ça veut dire qu'en fait, on va coordonner les experts techniques et éditoriaux, dont on va parler juste après. On va présenter des recommandations aux clients, d'où la pédagogie. Et puis, on va présenter des bilans une fois que ça a été mis en place. Là aussi, il faut être pédagogue pour expliquer quelque part les trucs qui n'ont pas marché, mais pourquoi ils n'ont pas marché. Donc là, c'est aussi un métier très complet. Le SEO, c'est une discipline très particulière avec de la technique, avec de l'éditorial. Et d'ailleurs, je vais passer au métier d'expertise, justement. L'expert technique SEO, c'est quelqu'un qui, là, pour le coup, est beaucoup plus analytique, beaucoup plus geek que le chef de projet. Vraiment, là, on est dans la technique. Un très bon expert technique SEO, c'est souvent un ou une ancienne développeur-développeuse. On n'a pas besoin d'avoir été un excellent ou une excellente développeur-développeuse, ça ne nous a pas plu, le dev. Par contre, on peut devenir un excellent ou une excellente expert technique SEO grâce à ces connaissances techniques qu'on a acquises dans le développement. Donc là, on est analytique, on est rigoureux parce que là, on va mettre en place plein de choses et on est très curieux parce que alors là, pour le coup, s'il y a bien un métier où tout change tout le temps et où tout le monde a raison en même temps et tort, bah, c'est le SEO, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de vérité. Et donc là, on va analyser les paramètres techniques d'un site, comment il a été codé, pas la peine de savoir coder encore une fois, mais est-ce que le HTML, donc le code qui s'affiche dans le navigateur est bien structuré? Est-ce qu'on a des bonnes balises SEO? Est-ce que les crawlers, donc les moteurs de Google, arrivent bien à suivre les liens, etc. etc. On va paramétrer pas mal d'outils pour suivre ça d'ailleurs. On va avoir plein d'outils qui vont nous aider à faire ça. On va réaliser des recommandations techniques. Donc, on va dire au client, bah, écoute là, cette page-là, il faudrait la changer un peu. Celle-là, là, tu as un enchaînement de trucs. Ici, tu as une pagination et ce n'est pas la bonne. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qu'on doit mettre en place. On va suivre les implémentations qui ne sont pas faites par nous en général, qui sont faites par des développeurs pour le coup. On va analyser les résultats de ces implémentations et on va proposer des optimisations. Alors, parfois, quand on travaille chez l'annonceur, on est aussi celui qui implémente les optimisations quand on est dans une toute petite boîte. Si vous êtes dans une PME, il y a de grandes chances pour qu'ils aient un site sur WordPress et que ce soit vous, en tant qu'expert technique SEO, qui mettiez à jour le site sur WordPress. Mais globalement, quand on est dans des grosses boîtes, on va plutôt être avec des développeurs. L'expert éditorial SEO, c'est la personne du contenu. C'est le pendant contenu de l'expert technique. Là, on est vraiment dans le rédactionnel. Là, la technique, il faut quand même avoir une appétence pour la technique, mais ce n'est pas la peine d'être un technicien ou une technicienne. Là, par contre, ce qu'il faut aimer, c'est aimer écrire, aimer comprendre les mots, aimer comprendre les intentions qui se cachent derrière les mots, et comprendre aussi pas mal d'empathie dans tous ces métiers. Hein. Qu'est-ce qu'avait la personne dans la tête quand elle a tapé ce mot-clé dans Google? Il faut être curieux parce que ça change tout le temps, comme je vous disais. Rigoureux parce qu'en fait, là, on va implémenter des contenus et tout. Il faut faire attention de ne pas faire des fautes d'orthographe, etc., par exemple. Et toujours la pédagogie pour expliquer aux clients. Là, on va pouvoir travailler chez l'annonceur, en agence média,
On va pouvoir travailler aussi chez des éditeurs, parce que les éditeurs, par exemple les sites de presse, ils ont besoin d'être référencés dans Google. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On identifie les mots-clés pertinents, comme pour le SIA, sauf que là, on est dans le référencement naturel, ce n'est pas tout à fait les mêmes mots-clés qu'on va utiliser souvent. On analyse les paramètres éditoriaux d'un site, c'est-à-dire le contenu. Est-ce que le contenu du site répond aux mots-clés qu'on a identifiés comme étant pertinents? On va réaliser des recommandations de contenu et d'optimisation. Tiens, alors là, les titres, tu devrais utiliser plutôt autant de caractères et plutôt utiliser tel mot-clé, etc. Parfois, on rédige des contenus. Donc, on a pas mal d'experts éditoriaux SEO qui sont aussi des rédacteurs. On va analyser les résultats de ce qu'on a fait, parce que tout ça, c'est quand même un objectif business à la fin, et proposer des optimisations en disant, tiens, là, en fait, on a remarqué que tel contenu marchait très bien, on va développer d'autres contenus. Alors, quand on est expert éditorial, on peut avoir aussi une fibre technique, automatiser la création des contenus, surtout aujourd'hui avec les IA comme ChatGPT, comme Notion, etc. On peut générer du contenu incroyable, en fait, avec quelques prompts bien pensés, et on va juste le retravailler et on peut automatiser un certain nombre de tâches. Donc, c'est vraiment des métiers qui sont en train d'évoluer énormément grâce à ces IA. Et c'était déjà passionnant, là, ça devient incroyable. Community Manager. Donc là, on est dans l'organique aussi, mais côté réseaux sociaux. Donc là aussi, il faut savoir écrire. Parce que là, on va écrire beaucoup. On va faire des posts, on va écrire des histoires, on va faire du storytelling, etc. On va faire de la curiosité. Donc, du coup, là, voilà, il faut aller voir quel est le réseau social, qui sont les personnes qui vont sur ces réseaux, c'est quoi les dernières techniques, etc. Le relationnel, très important, parce que même si on ne voit pas les gens, on est quand même en relation avec des gens, il faut quand même répondre à des messages et tout. Et puis, il faut être créatif, parce qu'il faut toujours avoir des nouvelles idées pour animer ces réseaux et animer ces communautés. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On identifie des cibles, des audiences. Et là, on identifie à qui je parle. On fait des personas. Persona, vous le verrez si vous faites la formation, on dessine un peu la cible type, la cible idéale. On identifie sur quels réseaux sont ces personnes. On fixe des objectifs. Tiens, tel contenu, son objectif, c'est que les gens achètent. Tel contenu, son objectif, c'est que les gens me connaissent. On réalise une stratégie éditoriale, donc on va avoir un planning avec qu'est-ce qu'on poste, on rédige les posts, on anime les réseaux, on analyse les résultats, on optimise, ça ne change pas. Quels que soient les métiers, c'est toujours pareil, on analyse les résultats, on optimise, on continue. Donc là, on est plutôt chez l'annonceur, on est plutôt chez les éditeurs. Alors, il y a quelques agences spécialisées dans les réseaux sociaux qui ont aussi des community managers, mais c'est quand même très souvent des métiers internalisés. Donc, on va être plutôt côté marque. Alors, on continue, hein, ça fait beaucoup, hein, mais il y a pas mal de métiers dans ce domaine. Les métiers du tracking et de la data, là, en fait, on est vraiment, comme je vous disais, sur la mesure de la performance. Donc là, on a les chefs de projet tracking. Chefs de projet tracking, c'est les gens qui vont gérer, alors on appelle ça aussi trafficking, etc. C'est les gens qui vont gérer vraiment les stratégies de mesure. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils génèrent des éléments de tracking, donc c'est des tags qu'on va générer dans des interfaces, ce n'est pas la peine de savoir coder. Ils vont suivre, ils vont tester les implémentations de ces tags, ils vont récupérer les reportings et parfois, dans quelques boîtes, ils analysent les résultats, mais très souvent, ils les transmettent aussi aux experts pour que les experts puissent les analyser. Donc, c'est un métier hyper important dans l'écosystème parce que si c'est mal mesuré, on peut faire tout ce qu'on veut, les meilleurs optis du monde, mais si on se base sur des données qui sont nulles, on fera des optis nuls, normal. Donc là, il faut être geek, il faut aimer la techno. On va travailler avec beaucoup de techno. Il faut être multitâche aussi. Il faut être analytique parce qu'on va quand même analyser des résultats et surtout on va comprendre des problématiques. Là, alors là aussi, escape game à la gogo. C'est vraiment, si vous aimez les escape games, vous aimerez être chef de projet tracking parce qu'en fait, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, on va essayer de creuser pourquoi ce truc-là n'a pas marché, pourquoi le tracking ici n'a pas marché. Et les interfaces sont toutes plus complexes. Donc, du coup, c'est hyper passionnant de rentrer là-dedans. Et pédagogue parce que vous travaillez avec des experts qui parfois n'y connaissent rien à la technique. Et du coup, il faut leur expliquer que ça ne marche pas parce que ça ne peut pas marcher, parce que la manière dont ils l'ont fait, ça ne marchera jamais. Voilà. Et donc ça, il faut pouvoir être diplomate et pédagogue pour leur expliquer. AdOps ou Campaign Manager, là, c'est les personnes qui vont gérer les opérations. Donc en fait, c'est un peu des experts comme les traders, sauf que très souvent, ils ne s'occupent pas du tout de la stratégie. On leur dit, voilà ce qu'il faut implémenter, et ils l'implémentent. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas être malin, etc., parce que ça demande quand même de réfléchir. Mais en général, ils ne font pas de la stratégie, ils ne font pas de relations commerciales, etc. On leur donne des choses à implémenter et eux, ils paramètrent les campagnes dans les interfaces de suivi. Donc, c'est un des métiers les plus demandés en ad tech parce que dans les technos, il faut tout implémenter. Mais on peut aussi faire ça en agence, en régie et chez les éditeurs qui vendent de la publicité en direct. Donc là, on suit la livraison des campagnes. On ne suit pas les performances des campagnes, on suit la livraison des campagnes. Est-ce que la campagne a bien été livrée? Est-ce que toutes les bannières qu'on devait délivrer ont bien été délivrées? Est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes? Est-ce que ça a suivi bien le delivery quotidien qu'on avait prévu au départ?
On génère des rapports quand même, on les communique avec les clients et l'interne. Hein, donc, souvent, le client, c'est une agence. Et donc, on va lui dire, tiens, regarde ta campagne, là, voilà ce qu'elle a généré comme truc. On n'est pas trop dans l'analyse des performances pour le client, même si, à un moment donné, on peut donner un avis. Mais globalement, on est plutôt, regarde, nous, on a bien délivré, on a fait ce que tu nous as demandé. Maintenant, à toi de voir si c'était ce que tu voulais comme objectif. Et on propose des améliorations en termes de ciblage et de format, parce que on connaît peut-être pas moins bien le client que l'agence, par contre, on connaît sa plateforme bien mieux que les traders en agence ou que les gestionnaires de clientèle ou que les clients. Et donc, du coup, on va dire, tiens, là, tu vois, tu as fait un ciblage comme ça, mais franchement, moi, j'aurais plutôt fait ça. Donc, c'est quand même le côté un peu stratégique de ce métier, c'est qu'il faut quand même bien maîtriser ça. C'est un super métier pour démarrer parce qu'en fait, il y a très, très peu de gens qui postulent à ces métiers-là. Et donc, du coup, il y a pas mal de postes aujourd'hui ouverts en AdOps ou en Campaign Manager. Et c'est assez génial pour se faire la main au début. Web analyst, je crois que j'ai fini après avec les métiers du tracking et de la data, hein, parce que moi, je ne parle pas trop des métiers data analyst, etc., parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop notre univers à nous. Donc, le web analyst, c'est quelqu'un qui, lui, traque et mesure l'audience sur les sites Internet, pas forcément dans les pubs. Donc, lui, il va créer des stratégies de mesure sur les sites. Il va créer des plans de marquage. Plan de marquage, c'est on dit, sur telle page, on va mettre tel tag avec tel paramètre. Vous avez 1 millier de pages, vous avez 1000 lignes. Alors, on ne les fait pas toutes à la main. Hein. On va suivre et on va tester les implémentations. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on suit bien le profil des gens? On va paramétrer les interfaces comme Google Analytics, comme Matomo, comme AT Internet, etc. Donc, on va voir comment les interfaces, on va paramétrer des rapports dans les interfaces et on va analyser les résultats. Par contre, on est beaucoup dans l'analyse. Parcours client, par où sont passés les clients, où est-ce qu'on les perd sur le site? Tiens, et si on changeait ici et qu'on mettait un bouton vert au lieu d'un bouton rouge? Etc. Très souvent, avec le web analyst, va aussi le CRO, c'est Conversion Rate Optimization, donc l'optimisation de la conversion. Donc là, il faut quand même être un peu geek pour être web analyst. Il faut quand même aimer la techno. Il faut être multitâche aussi parce qu'on va gérer pas mal de sujets. Il faut être analytique parce qu'on va beaucoup analyser les paramètres. Et il faut être pédagogue et rigoureux aussi. Mais il faut être pédagogue parce qu'en fait, on va beaucoup travailler avec des gens qui n'y connaissent absolument rien. Et là, pareil, il faut leur expliquer les choses. Web analyst, ça se fait un peu partout, mais principalement chez l'annonceur et en agence média, beaucoup chez l'annonceur. Et dans les éditeurs, parce qu'encore une fois, les éditeurs sont un peu des annonceurs, puisque eux aussi ont besoin d'analyser le parcours des clients sur leur site. Donc voilà, ça c'est pour la web analyse. Alors là, si vous avez un peu suivi et que vous avez vu un peu les annonces qu'on fait chez Origami et tout, on a annoncé qu'on lançait une formation de Product Owner. Alors, on pourrait se dire, mais alors Product Owner, on ne l'a pas vu ce métier. C'est un peu normal parce que ce n'est pas un métier de la pub, en fait. C'est un métier transversal qui n'a en fait finalement pas grand-chose à voir avec le marketing digital, si ce n'est que le product owner, il est à la base du produit. Et le produit, c'est la clé. Faire du marketing sans produit, ça ne sert à rien en fait. Enfin, si, mais vous n'allez pas le faire longtemps du coup, parce qu'à un moment donné, ça va finir par se voir. Et donc, du coup, le product owner, lui, son rôle, en fait, c'est d'être l'interface entre les utilisateurs du produit et l'équipe qui va le développer. Globalement, c'est ça son boulot. C'est le chef de projet, même pas 2.0, mais 3.0, parce qu'il est vraiment évolué autour de ça, et principalement dans ce qu'on appelle les environnements agiles, c'est-à-dire les environnements où on va fonctionner par itération. C'est-à-dire, on ne va pas concevoir un produit de A à Z et puis ensuite on va le développer. Non, on va d'abord faire un petit produit, on va le tester avec des utilisateurs, puis un plus gros, puis un plus gros, puis un plus gros, puis un plus gros. On fait des sprints, on itère et on avance comme ça petit à petit pour construire le produit idéal avec les retours des utilisateurs. Le product owner, son métier, c'est de construire une vision produit, de gérer un backlog. Alors le backlog, c'est quoi? C'est la liste des fonctionnalités qui sont nécessaires pour ce produit. De découper et de planifier ce backlog. On va prioriser les fonctionnalités, etc. On va travailler avec les chefs de projet et les Scrum Masters côté équipe de développement qui vont suivre les devs. On va tester les développements pour voir si… Oh, j'ai oublié le S. On va tester les développements pour voir si ça a vraiment été fait comme on voulait que ce soit fait. On va récupérer les feedbacks, donc les retours des utilisateurs, et puis hop, la boucle est bouclée et on recommence la vision produit, etc. Donc, on est vraiment le relais entre le client et l'équipe qui est là, et même les utilisateurs. Mais vraiment, la tête de proue du produit, on a une vision stratégique. Mais qui de mieux qu'une product owner peut expliquer le métier? Et donc, je vous ai sélectionné une petite vidéo de Welcome to the Jungle que je vais vous mettre juste après, qui explique bien mieux que moi ce qu'est ce métier. Je m'appelle Sarah et je suis la product owner de Studapart. Créativité, liberté, innovation, travail d'équipe,
relationnel, diversité, enrichissement, enfin il y en a beaucoup. Concrètement, dans mon métier, j'ai 2 volets. Un premier volet plutôt opérationnel et un volet plus stratégique. Ma journée type, elle commence par mon volet opérationnel avec le stand-up avec l'équipe produit d'abord, puis l'équipe technique. Ça permet de faire le point sur les différents sujets en cours. Ensuite, il y a toute une étape de grooming où je rédige en détail les nouvelles fonctionnalités pour le site internet, où je vais tester toutes les évolutions qui ont déjà été développées afin de les valider et de pouvoir les passer en ligne. Et après, il y a un volet plutôt stratégique pour vérifier l'avancement avec les différents partenaires, etc. Ce que j'adore, c'est de détecter une problématique utilisateur et ensuite de trouver des solutions pour la résoudre au mieux. Le product owner, il est plus dans l'opérationnel, dans la rédaction, dans le détail. Il va travailler avec le designer pour faire des maquettes ou poser le bouton, de quelle couleur, quelles sont les règles par rapport à cette fonctionnalité. Tandis que le product manager sera beaucoup plus dans la stratégie, la vision que le product owner. Les compétences pour moi, pour être un bon product owner, c'est d'abord savoir challenger, que ce soit les différents sujets, les approfondir ou les personnes. Ça permet de pouvoir maintenir les deadlines. Ensuite, il faut avoir un petit côté créatif aussi, notamment dans la conception des évolutions, des features. Il faut savoir prendre des décisions, faire des arbitrages en fonction des différents enjeux qu'on a. Et enfin, il faut avoir de bonnes qualités analytiques parce que justement les décisions, une grosse partie, on les prend grâce aux données. Au quotidien, je travaille avec l'équipe technique, avec qui on développe et on teste, on met en ligne les différentes fonctionnalités, mais aussi avec l'équipe support, l'équipe de business développement, qui eux sont au contact direct de nos utilisateurs et qui ont énormément de feedback à nous faire remonter. L'équipe marketing aussi nous transfère beaucoup de besoins techniques qu'on doit intégrer dans la roadmap. Et enfin, les fondateurs qui nous transmettent leur vision au quotidien. Mon principal outil au quotidien, ça va être Jira, qui permet de suivre les différents développements. Ensuite, Trello, qui permet de faire de la gestion de projet, de discuter, d'échanger autour des sujets en cours, des sujets à venir. Et Intercom, qui est notre CRM et qui nous remonte une masse de données incroyable sur nos utilisateurs qu'on va faire parler pour ensuite faire les évolutions sur notre site. La fourchette du salaire moyen d'un product owner, pour commencer, je la situerai entre 30 et 42, 45K. Tout dépend vraiment de la structure, de la seniorité. Et une fois qu'on a quelques années d'expérience, qu'on est dans des grandes structures, ça peut monter très très vite et bien plus haut. Il n'y a pas de profil type pour être product owner, mais en général, les 2 tendances qu'on dégage, c'est un profil d'école de commerce avec une appétence geek, ou alors un profil école d'ingénieur avec une envie de faire de la gestion de projet. Les erreurs à pas commettre quand on est product owner, c'est d'abord d'oublier de se mettre dans les chaussures de son utilisateur, dénaturer son produit. Voilà, donc je coupe la fin parce que ça commence à être un peu long, mais globalement, je crois que vous avez saisi en fait le principe de ce métier-là. Donc, comme vous voyez, en fait, on n'est plus vraiment dans l'univers de la publicité, mais on est dans l'univers du produit. Donc, le produit, ça reste encore une fois la base du marketing. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer aussi ce parcours et de le développer. Et donc, la première formation Product Owner sera lancée en septembre avec une experte vraiment de ce domaine, une Product Manager assez réputée, comme responsable pédagogique. Donc voilà, vous avez fait un tour d'horizon en fait des différents métiers et des différentes facettes et des environnements dans lesquels on va les faire. Alors, juste avant de vous parler des formations, je veux quand même vous dire qu'en général, on est quand même dans des environnements hyper qualitatifs. Les agences, des gros annonceurs, c'est des locaux qui sont plutôt sympas, avec des systèmes de télétravail alternés plutôt ouverts aussi. On est dans la fidélisation, donc vraiment les environnements dans lesquels on travaille. Alors, la contrepartie, c'est que parfois, ça peut être un peu stressant, un peu sous pression, etc., parce qu'on fait beaucoup de choses, mais ça reste quand même des environnements ultra sympas en termes de développement. Pareil, quand on est côté startup, si on aime cet environnement, parce que ça bouge tout le temps et tout, il faut aimer. Mais c'est pareil, là, on est vraiment dans l'univers du produit et de l'évolution, quoi. Donc, nous, on propose 2 principaux types de formation. Le type historique, c'est une formation avec un bootcamp de 3 mois et une alternance. Alors, pas systématiquement une alternance. On a certaines formations où il y a aussi des CDI qui sont proposés à la suite, mais la plupart du temps, on a affaire, nous, à des profils. Vous voyez, elle disait un profil école d'ingénieur qui aime le commerce ou un profil école de commerce un peu geek.
En fait, nous, nos apprenants ne sont pas ni des ingénieurs, ni des gens d'école de commerce. Et donc, du coup, faire démarrer en alternance, ça permet justement de construire cette première année d'expérience qui va mettre dans la tête des recruteurs que, ah tiens, en effet, waouh, super profil. Et donc, ce bootcamp de 3 mois, il est super intense. C'est mode CrossFit. On y va souvent en présentiel, parfois en alterné présentiel, distanciel. Mais là, pendant 3 mois, 7 heures par jour, 35 heures par semaine, on va vraiment dépoter. On sort du bootcamp, on a déjà une très bonne base opérationnelle qui nous permet de commencer dans les métiers. Et puis ensuite, l'alternance, 12 mois, contrat pro, on continue un peu les cours pour se maintenir autour de ça, mais le plus important, c'est surtout le temps qu'on passe dans l'entreprise pour se faire sa première année d'expérience. Il faut savoir que dans les agences médias qui recrutent chez nous à Paris, là, la dernière en date où les alternants ont fini, il y avait 14 alternants qui sont arrivés chez eux, ils en ont recruté 11 sur les 14 en CDI. Et les 3 autres, il y en a un qui était parti avant parce qu'il avait trouvé un autre job. Enfin bon, il n'y en a qu'une pour l'instant qui n'a pas rebondi tout de suite pour d'autres raisons. Mais voilà, en fait, une fois qu'on a eu de l'expérience dans ce domaine, ça va très vite. On est vraiment devenu une denrée rare. Donc, les formations en bootcamp plus alternance, en fait, on a des formations pour devenir expert SEO, donc chef de projet éditorial, technique, expert, enfin, voilà. On a des formations pour devenir un trader digital, donc Search, Social, Programmatique, c'est la même formation qui regroupe les 3. Et là, d'ailleurs, Marion et Olivia pourront vous en parler, mais on a des formations qui arrivent justement, ou en cours de recrutement, notamment une pour Dentsu. Non, on est plutôt là, du coup, on est sur les métiers entre le trading et l'expertise conseil. Donc là, on a des formations autour de ça qui commencent. On a des formations bootcamp plus alternance autour de l'expertise marketing digital au global, parce que, en fait, c'était trop long de mettre tous les métiers, mais là, on va plutôt former au métier du conseil, justement. On va plutôt former au conseil en agence. Là, typiquement, on a Dentsu qui recrute avec nous un certain nombre d'experts conseils, d'assistants conseils en alternance. Et puis, bootcamp plus alternance, on va avoir aussi les métiers du product owning, donc product owner, product manager, et les growth marketers. En fait, on a un parcours qu'on a coproduit avec Google qui s'appelle le Bootcamp numérique expert growth marketing, qui est vraiment centré autour du growth marketing, et vraiment des frameworks qu'on utilise et tout. Là, pareil, 3 mois intensifs, on sort, on a déjà une bonne idée du truc, et après, on va se faire la main sur l'opérationnel. Donc ça, c'est 3 mois et 12 mois d'alternance. Et puis, on a un autre format nouveau qu'on lance là maintenant, parce que peut-être qu'on a déjà des connaissances, on n'a pas forcément envie de faire les 3 mois avant, on n'a peut-être pas le temps, enfin bref, il peut y avoir plein de raisons. Et donc, on a un format qu'on a appelé tremplin plus alternance. Tremplin plus alternance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez 6 semaines de formation, beaucoup en e-learning. Il faut être assez autonome déjà. Hein. Beaucoup en e-learning qui vont vous permettre de vous faire une base suffisante pour passer des entretiens d'embauche pour de l'alternance et pour trouver et décrocher l'alternance qui va bien. Pareil, nous aussi, on travaille avec des boîtes, mais là, l'idée, c'est, voilà, on vous donne les clés. On a aussi tout un accompagnement sur les connaissances employabilité, enfin vraiment comment se vendre, etc., pour vous aider à trouver l'alternance que vous allez ensuite démarrer. Et puis, on a un format d'alternance un peu innovant, où en fait, on a mis 8 semaines de formation au début de l'alternance. Vous commencez votre alternance, mais vous ne démarrez pas en entreprise, vous démarrez en formation. Ce qui fait qu'ensuite, après, vous avez beaucoup moins de semaines de cours, puisque en fait, on a fait beaucoup au début. Donc, c'est 1 semaine tous les 2 mois. Par contre, vous êtes dans l'entreprise, vous êtes beaucoup plus opérationnel. Et donc, ça appelait à l'entreprise. Et pour vous, ça fait 12 mois au lieu de 15 avec le bootcamp. Donc, les 2 modèles ont du plus et du moins. Les 2 modèles sont complémentaires. C'est vraiment une question de choix, une question de période, en fait, autour de ça. Et là, on a donc un parcours qui s'appelle le bootcamp, enfin, qui s'appelle le tremplin, et qui prépare en fait à une alternance qui a aussi été co-développée avec Google, une alternance de growth marketing, où on va vraiment apprendre à être growth marketer. Et d'ailleurs, dans le tremplin, il y a pas mal de cours qui sont des cours fournis par Google, en fait. Donc voilà un peu les 2 types de parcours qu'on propose aujourd'hui dans nos formations. Avant de laisser la main à Marion et à Livia, en fait, je veux juste vous dire qu'en fait, la plupart de nos parcours, quand on peut, quand il n'y a pas de prérequis, etc., sont labellisés Grande École du Numérique. On a plutôt des très bons retours de nos apprenants dans nos parcours. Ils délivrent tous un titre RNCP, on est plutôt au niveau bachelor en général, donc Bac plus 3-4, qui est notre titre, sauf Product Owner, où ce sera un titre d'État, un titre professionnel, un titre du ministère du Travail. Nos parcours sont tous financés. Pour l'instant, on n'a pas de parcours payant.
tous nos parcours en fait, sont financés par des dispositifs de Pôle emploi ou de la région. Que ça, vous n'avez pas à vous occuper du financement, c'est nous qui gérons. Et à partir du moment où on vous a sélectionné, c'est qu'on sait que c'est finançable pour vous. Et ensuite, on a 85% de taux de conversion en fait, entre les bootcamps et ensuite les alternances ou les CDI qui vont derrière, et 90% entre l'alternance et le CDI. Donc, on est vraiment sur des taux de prolongation qui sont… Après, tous les gens sont différents, hein, on peut avoir des accidents de vie, etc. Mais globalement, en fait, quand on donne l'énergie qu'il faut, on y arrive une fois qu'on est rentré dans le secteur. C'est des secteurs passionnants avec une grosse barrière à l'entrée. Voilà, pour y rentrer, c'est très difficile. Si on n'a pas fait la bonne école, si on n'a pas fait le machin. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de casser cette barrière avec vous. Et après, c'est vous qui faites le reste. Hein. Et par contre, une fois qu'on est dedans, en général, c'est plutôt bien. Voilà, ça va très vite. Ça, je vous l'ai expliqué. Donc, du coup, je n'ai peut-être pas la peine de… Ah oui, dans tous nos parcours, il y a de l'accompagnement personnel. Et il y a un accompagnement en fait, qui est fait par des coachs. Tous nos parcours ont des heures de coaching individuel, par des vrais coachs certifiés, pas des charlatans de LinkedIn. Et donc, on a vraiment des gens qui vont vous accompagner et vous aider à casser ce qu'on appelle les croyances limitantes. Il y a des trucs où vous croyez que vous n'êtes pas bon en maths ou bon en maths, vous croyez que vous ne savez pas parler en public, mais en fait, non, à force de le croire, vous avez fini par le devenir. Et donc, du coup, avec les coachs, en fait, on va essayer de détricoter ça pour finalement… c'est pas vous transformer, en fait, c'est être ce que vous étiez vraiment, mais qui était gâché par pas mal de croyances dans notre sens. On a tous des croyances limitantes. Et ça, nous, on croit énormément au coaching là-dessus. Alors, ce n'est pas du coaching en l'air, encore une fois, c'est de l'analyse transactionnelle. Hein, c'est vraiment des courants de pensée assez scientifiques où on va vraiment travailler là-dessus pour vous accompagner dans cette démarche. Ça c'est vraiment une très grosse particularité d'Origami et qui est assez plébiscitée par nos apprenants. Marion, je te laisse la main. Oui, pas de souci. Donc, comme Yann l'a dit, c'est des métiers où il y a pas mal de barrières à l'entrée. Nous, on essaye de casser ça, justement en basant notre sélection de candidats sur des tests cognitifs. Les tests cognitifs, ça va permettre de justement en savoir un petit peu plus sur vos soft skills et sur vos comportements, en fait, et pas forcément sur votre CV. Nous, on ne recrute pas sur la base d'un CV. Pour la partie, le premier type de formation, qui est le bootcamp plus l'alternance, ça se déroule en 3 étapes. La première étape, donc, c'est l'inscription et donc le passage de tests qu'on appelle gauche à bas. Ce sont des tests cognitifs qui sont sous la forme de mini-jeux et qui nous permettent à nous d'analyser ensuite vos soft skills. La seconde étape, c'est une étape technique. Alors là, c'est un petit test sur Google Sheet où en fait, c'est 2 exercices de raisonnement mathématique et analytique. Ça dure 20 minutes. Et à l'issue de ces 2 tests, à l'issue de ce test, on fait un lien entre votre test cognitif passé au préalable plus l'étape technique pour voir si vous êtes, justement, on peut vous sélectionner pour la formation et si vous pouvez accéder à ce type de métier. La troisième étape, c'est un entretien individuel. Donc ça dure entre 15 et 20 minutes et c'est vraiment pour parler de votre motivation, de votre parcours et de votre projet professionnel. Voilà. Je te laisse passer la prochaine diapo. Donc là, bon, Yann l'a expliqué auparavant, c'est le tremplin, donc c'est juste le mode, la durée et le rythme de la formation qui est différent du bootcamp, donc avec l'e-learning. Et les étapes de sélection pour le tremplin sont différentes pour le bootcamp. Là, on va juste vous faire passer les tests cognitifs, donc le test sous la forme des mini-jeux, et ensuite, on va vous demander une petite vidéo de présentation et de motivation. Donc, c'est une vidéo assez courte, d'1 minute à 1 minute 30, où vous devez un petit peu nous parler de votre projet et de votre intérêt pour la formation de Growth Marketer. Voilà. N'hésitez pas à échanger avec nous si vous avez des questions, que ce soit sur les métiers, sur la formation, sur le rythme. Allez-y, on est là pour y répondre. Et voilà, pour détailler un petit peu plus les tests cognitifs qu'on fait, donc les tests sous la forme de mini-jeux, les soft skills qu'on va analyser, ça va être vraiment donc, votre raisonnement analytique, la collaboration, la persévérance, la rigueur, l'organisation et la flexibilité. Parce que c'est des soft skills qu'on retrouve beaucoup dans les métiers proposés que Yann vous a présentés tout à l'heure.
Voilà, donc pour finir sur Origami, donc, nous, on est un organisme de formation de l'économie sociale et solidaire, pour info. Ce n'est pas quelque chose qu'on met forcément beaucoup en avant, avec une vocation qui est révéler les talents pour favoriser l'égalité des chances. Mais ça aussi, c'est plus une valeur. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment l'académie de référence dans ce domaine, et c'est ce qu'on est devenu. Ça fait 5 ans qu'on existe. On a réalisé plus de 60 sessions. On a accompagné plus de 1000 profils sur les parcours métiers dont on vous a parlé. Et comme je vous le disais, on a un taux de retour à l'emploi qui est quand même assez important, avec, comme vous pouvez le voir sur les photos, pas mal de sourires aussi dans nos promos. On a tous les âges, ça va de 20 à 60 ans. Et alors après, ça dépend des parcours aussi et des projets pro. Hein. Et voilà, c'est vraiment l'esprit ça. On dit toujours, on n'est pas une école, on est une académie, c'est pas tout à fait la même chose. Dans une école, on est assis, on écoute. Dans une académie, on s'entraîne. C'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en place. Voilà, donc, a priori, il n'y a pas de questions. On a saoulé tout le monde. En tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à les partager sur candidat@origami.com. Candidat@origami.com, c'est le mail générique sur lequel on reçoit vraiment toutes les relations avec les candidats, candidats au pluriel. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez regarder. Alors, le site est en refonte, donc pour l'instant, il n'est pas terrible, mais vous avez quand même pas mal de pages sur certains métiers. Vous verrez aussi les formations, les contenus, les programmes des formations que vous pouvez télécharger. Là, actuellement, en formation ouverte, Marion et Livia, si vous pouvez juste faire la liste des formations qui sont ouvertes et les dates, comme ça. Oui, alors actuellement, les formations ouvertes, donc on a le tremplin qui démarre le 22 mai. Et on a la formation Expert Marketing Digital en partenariat avec Dentsu. Cette formation, elle démarrera le 5 juin. Pour la formation, alors je vois une petite question dans la discussion. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de place ou est-ce que c'est très compliqué de rentrer en fait? En fait, grosso modo, on prend entre 10 et 15% des candidats. Voilà. Donc, il y a de la place, mais c'est sélectif. Du coup, tu as énoncé les 2 formations, donc tu disais il y a le tremplin qui arrive. Il y a le tremplin le 22 mai qui démarre, qui démarre le 22 mai. On a la formation Expert Marketing Digital avec Dentsu qui démarre le 5 juin. C'est des formations auxquelles vous pouvez déjà candidater dès maintenant. Les candidatures sont ouvertes. Il y aura très vite, il y a la formation Product Owner qui va ouvrir aux inscriptions bientôt, peut-être le début du mois prochain, je pense. Et des formations SEO aussi qui vont ouvrir pour la rentrée. Voilà, oui. Voilà, donc en fait, un panel assez intéressant, mais encore une fois, je vous invite à aller voir aussi. Alors, très bonne source d'informations dans ce domaine. Welcome to the jungle. Hein. Il y a pas mal de pages de sites, d'entreprises. Vous pouvez regarder un peu les ambiances dans ces boîtes, etc. Alors, pour candidater, c'est une excellente question. Ça se passe sur le site Internet. Et là, pour chaque formation, vous avez un bouton pour candidater. Et donc là, vous pouvez postuler. Comme vous l'a expliqué Marion, formulaire. Ensuite, on vous guide. Hein, vous recevez des emails. Juste, il faut checker bien vos spams parce que quelquefois, ils arrivent là ou alors ils arrivent dans promotion. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc, ça, c'est important. Très bien. Parfait. Du coup, on vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée et puis peut-être à bientôt dans nos salles de formation ou dans nos visios. Merci à toutes et à tous. Merci.